Bienvenue à toi. Sur cette chaîne, il y a au moins deux vidéos par mois, un format court et un format long. Je profite de cette introduction pour te demander que si tu aimes le contenu de la chaîne, de ne pas hésiter à t'abonner, de liker les vidéos que tu préfères et de mettre un commentaire si tu le juges nécessaire. Cela aidera l'algorithme de YouTube à faire connaître ma chaîne auprès des autres. À tous présents et venir, salut! Dans ce format court, je voudrais revenir sur la vidéo précédente sur le mécanisme CRM qui est prévu en Belgique pour garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité. Cette question a tourné en polémique entre les vues de Elia, le gestionnaire de transport, qui doit mettre selon la loi ce mécanisme en œuvre, et la CREG, le régulateur qui doit vérifier que les coûts sont bien justifiés. Enfin, quand je dis polémique, ce n'est pas non plus du niveau d'un Zemmour ou d'un Jean-Marie Bigard, mais c'est peut-être un peu plus fondamental. Enfin, pour ce que j'en dis. La question au centre de ces discussions se pose en ces termes. Comment évaluer le volume nécessaire à mettre aux enchères par le mécanisme CRM? Si ce que je viens de vous dire est complètement chinois pour vous, n'hésitez pas à retourner à la vidéo précédente. J'expose ici des clés de compréhension et ne donne pas mon avis personnel, donc tout le monde s'en fout, et vous avez bien raison d'ailleurs. Comme toujours, vous trouverez les différentes sources dans la description. Alors, selon les différents acteurs, pour assurer la sécurité d'approvisionnement en Belgique, on parle de construire des centrales pour 3900 MW, soit l'équivalent de 4 à 5 centrales au gaz, de 850 MW, ou 2800 MW. Voyons comment ces différents chiffres sont en fait construits. Petite précaution oratoire, je le répéterai souvent ici, je simplifie. Il y a moyen de passer des heures sur ce sujet. Prenons le prélèvement sur le réseau Elia, les consommations si vous préférez, et sur une année de référence. Disons que cette année de référence est définie comme étant une année particulièrement froide, comme on en rencontre une fois tous les 20 ans. Pour illustrer mon propos, je vais prendre uniquement la pire semaine de cette année de référence, quelque part entre janvier et mars. Vous avez là tous les jours de la semaine et la hauteur de la consommation normale. J'ajoute donc l'effet de la température. C'est l'un des critères de sécurité d'approvisionnement, on l'appelle le LOLE 95. Il en existe d'autres, mais encore, je simplifie. Ajoutons à cela toutes les évolutions possibles, probables, de la consommation, telles que, par exemple, l'accroissement de la consommation créé par l'augmentation de la productivité, le PIB en quelque sorte, l'arrivée des véhicules électriques, l'augmentation du transport ferroviaire, mais aussi l'augmentation de l'efficacité énergétique qui diminue la demande en électricité. Bref, tous des éléments d'évolution susceptibles de se concrétiser en 2025. Comme le disait fort justement Maître Yoda, toujours en mouvement et l'avenir, il n'y a donc pas de vérité absolue, mais plutôt une sorte de consensus sur un scénario de référence. Ce scénario porte le nom de NECP-WAM pour National Energy Increment Plan with Additional Measures. Mais ça, on s'en fout en fait. De cette semaine fictive, projetée dans le futur, je regarde où est le maximum. J'ai donc découvert ainsi le moment de la pointe et donc la puissance nécessaire pour ne pas avoir de problème de sécurité d'approvisionnement. Dans mon exemple, c'est un jeudi à 19h. Ok, parfait. Maintenant, voyons du côté de l'offre. Comment va-t-on fournir cette puissance? On part en fait dans l'autre sens. On retire la production des centrales nucléaires, qui seront encore là en 2025, ainsi que la puissance développée par les énergies renouvelables. Vu l'heure et la période de l'année, il n'y a pas de solaire, c'est donc grosso modo le minimum que peuvent produire les éoliennes dans de telles conditions. On prend les éoliennes qui sont sur terre et les éoliennes qui sont en mer. À nouveau, je simplifie pour fixer les idées. On obtient ainsi un bloc structurel. À ce bloc, on retire la capacité d'importation et les capacités de stockage. Pour ces dernières, en Belgique, on parle principalement des bassins de la centrale de Caux. On tient également compte de la réponse du marché. Alors, comme je vous l'avais dit lors de la vidéo précédente, on peut considérer que le prix de l'électricité suit la loi de l'offre et de la demande. Donc, si les capacités de production viennent à manquer par rapport à la demande, alors le prix va monter, ce qui va conduire un certain nombre de clients à réduire leur consommation.
C'est donc cet effet ici que l'on estime. On reste maintenant avec un volume de puissance à fournir. Celui-ci s'appelle le volume gap. Ne me demandez pas pourquoi. Pour couvrir ce gap, on regarde le parc de production tel qu'il est prévu. On tient compte des centrales existantes, on retire celles qui ne seront plus là parce qu'elles sont en fin de vie ou parce que leurs coûts de fonctionnement seront trop élevés. Enfin, on ajoute les centrales dont on est certain qu'elles vont venir, qu'elles seront économiquement viables. Sur cette partie, où je vais très vite, il y a moyen d'écrire des bouquins entiers. Comment estimer la viabilité financière, notamment, est un problème déjà pas évident, mais en plus, je passe sous silence le fait que ces centrales, elles ont des taux de panne et donc il faut également tenir compte. En conclusion, nous avons maintenant le volume de puissance qui doit être soutenu par le mécanisme CRN. Donc, si tout le monde est d'accord, qu'est-ce que cela donne? Non, justement, tout le monde n'est pas d'accord. Vous vous souvenez que pour l'établissement du volume gap, nous avons pris en compte les capacités d'échange aux frontières, les capacités d'importation. Mais qu'est-ce qui garantit que nos voisins pourront ou voudront vendre de l'énergie à la Belgique? Par exemple, s'il fait trop froid, et c'est le scénario que nous avons suivi jusqu'à présent, la France aura probablement froid aussi. Or, c'est un pays qui a énormément besoin de chauffage électrique. Il est donc envisageable que la République gardera son électricité pour elle-même. Vous connaissez l'adage, charité bien organisée commence par soi-même. Elia a estimé qu'il fallait tenir compte de cela pour au moins 1500 MW, ce que la CREG a contesté, argumentant que c'est déjà beaucoup d'hypothèses négatives. On a donc 2400 MW si on tient compte des autres pays, ou 3900 MW si on s'en méfie. Il faut bien se rendre compte que le mécanisme CRM est une sorte d'assurance et que c'est le citoyen et ou le consommateur qui va payer. Donc cette histoire de volume impacte directement le coût pour la société avec un grand S. Le gouvernement, via l'administration de l'économie, a tranché en faveur de la thèse d'Elia. On part donc sur 3900 MW. Pour être complet, vous avez remarqué, parce que vous êtes attentif, que je n'ai parlé que de 2025. Mais quand on construit une nouvelle centrale, on le fait pour 15-20 ans. Ou vu de l'autre côté, le vôtre comme le mien probablement, pourquoi payer une assurance si l'année d'après il n'y a plus de problème? C'est là que les choses se complexifient encore un peu. C'est que le volume du gap n'est pas constant entre 2025 et 2030. C'est même la pire configuration qui soit. Il diminue avant de remonter. Alors quoi? On fait un marché pour 4 ans sur base du plus grand volume et on paye trop cher, ou on choisit le plus petit et on prend le risque d'être dans le noir. L'une des voies pour s'en sortir serait de faire un marché de 4 ans pour le petit volume et des marchés annuels pour les volumes supplémentaires. Volumes supplémentaires qui pourraient être fournis, par exemple, par une diminution volontaire de la consommation. Et non pas par des centrales qu'on doit construire. C'est une sorte de maximisation de l'effet de marché que j'ai déjà évoqué. Vous consommez moins, vous payez moins, et en plus, quelqu'un vous paye pour compenser votre inconfort. Voilà le grand principe de ce mécanisme. Ok, c'est ici que j'achève cette vidéo. Je l'espérais que cela vous a aidé à mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce sujet, qui est assez central pour la vie de tous les jours et pour la compétitivité des entreprises belges. Personne n'a envie de se retrouver dans le noir et personne n'a envie de payer son électricité encore plus cher. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, à abuser aussi de la vidéo précédente. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao!